Alors on va voir maintenant les opérations non basiques qui sont à peu près les mêmes que celles qu'on avait vues sur les tableaux partiellement remplis. Donc on va voir comment ajouter au début, comment ajouter à la fin, comment supprimer en gardant l'ordre, comment supprimer sans garder l'ordre et comment rechercher l'adresse d'un maillon contenant une valeur cible cherchée. Alors, on veut insérer un élément au début d'une liste en gardant l'ordre des éléments. Donc je veux insérer la valeur 15 en début de ma liste lit. Donc si j'ai une liste avant l'opération qui est par exemple celle-ci, ce que je veux à la fin, eh bien, c'est qu'il y ait un nouveau maillon ici, qui soit correctement chaîné, c'est-à-dire que mon début de liste pointe sur lui, ce nouveau maillon, et que ce nouveau maillon considère comme suivant le maillon N, qui était l'ancien premier maillon, et il contient comme donnée 15. Alors, du coup, pour réfléchir, je fais un petit exemple sur mon papier. Donc, en fait, il va falloir que je crée mon nouveau maillon et que je range la valeur 15 dans sa data. Pour l'instant, je n'ai pas touché à ma liste, alors j'ai juste écrit ma flèche un petit peu différemment pour qu'elle ne se superpose pas avec le M, mais c'est juste pour la lisibilité. Et ensuite, eh bien, il me reste deux choses à faire. Il faut que je règle le lien qui fait en sorte que M considère comme maillon suivant N, et le lien de début de liste pour que ma liste considère que son premier maillon est M. Alors maintenant que j'ai un plan d'attaque, donc voilà, du coup, je reviens à l'état final que je souhaitais et je peux écrire mon algorithme. Donc ça va être une procédure, une fonction qui ne renvoie rien, qui s'appelle ajout début, qui prend en argument une liste et la valeur qu'on va insérer au début. Donc je crée mon nouveau maillon, je range la valeur dans sa partie data, et maintenant je veux aller régler le lien du maillon suivant M, et pour ça il faut que je récupère l'adresse qui est actuellement dans lit.début, puisque ça c'est l'adresse de l'ancien premier maillon qui va devenir le suivant de M. Et ensuite, eh bien, c'est l'adresse de M qui doit être rangée dans lit.début pour que ma liste considère comme premier maillon M. D'un point de vue complexité, combien ça me coûte? Eh bien, là, j'ai identifié 5 opérations élémentaires, donc de lecture ou écriture dans un champ, ou d'accès à adresse 2, maillon A, etc. Donc, en temps constant, je peux ajouter une nouvelle valeur dans ma liste au début. Alors maintenant, je veux insérer une nouvelle valeur à la fin d'une liste en gardant l'ordre des éléments. Donc, si j'ai une liste lit qui vaut par exemple ceci, et que je veux insérer la valeur 26 à la fin de ma liste, eh bien ce que je cherche à la fin, c'est d'avoir une liste avec un maillon de plus qui contient la valeur 26, et il faut bien que ce nouveau maillon soit enchaîné comme maillon qui suit l'ancien dernier maillon, pour que ça me forme bien une liste correctement chaînée de 4 maillons. Donc pour ça, avant d'écrire l'algorithme, je vais réfléchir sur un exemple. Donc voilà, j'ai essayé de simuler l'exécution de mon algorithme pour ajouter 26 à la fin de cette liste. Donc j'aurai ma liste passée en argument à ma fonction ajout fin qui fera référence à cette liste-là et le 26 que je veux insérer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer un nouveau maillon M et je vais lui ranger le 26 dans sa data. Et maintenant, il faut que j'aille régler ce lien qui est ici. Mais je ne sais absolument pas où est rangé ce maillon-là. Donc pour l'instant, je ne peux pas accéder à ce champ suivant que je dois modifier. Donc je vais être obligée de partir du début de ma liste et de parcourir tous les maillons un par un jusqu'à tomber sur le dernier pour savoir où il est rangé. Alors, donc je crée un petit pointeur d'adresse maillon en cours qui commence sur le premier maillon. Je me pose la question, est-ce que je suis sur le dernier maillon? Non, donc je vais au suivant. Est-ce que je suis sur le dernier maillon? Non, donc je vais au suivant. Est-ce que je suis sur le dernier maillon? Oui, alors ça je pourrais le détecter parce que le champ suivant contient l'adresse fictive -1, c'est caractéristique du dernier maillon, et donc je vais pouvoir maintenant régler mon petit lien correctement ici, en utilisant le 117 qui est l'adresse du maillon M que j'ai créé dans ma fonction. Alors maintenant, je suis prête à écrire ma procédure ajout fin qui prend en argument une liste et une valeur et qui va insérer cette valeur dans un nouveau maillon en fin de liste. Donc pour simplifier, on va supposer que la liste n'est pas vide puisque sinon j'aurais pu utiliser ajout début, puisque ajouter au début ou à la fin d'une liste chaînée, quand elle est vide, c'est pareil.
Donc ça simplifie un petit peu les conditions en fait d'arrêt. Donc je crée un nouveau maillon, je range la valeur dans sa partie data. Je m'apprête à faire un parcours de liste avec mon adresse maillon court qui pointe sur les points début, donc sur le premier maillon. Tant que je ne suis pas sur le dernier maillon, c'est-à-dire tant que le champ suivant du maillon en cours est différent de -1, eh bien, tout simplement, je vais au maillon suivant. Donc, quand on sort, ici, ça veut dire que ceci était faux. Donc, ça veut dire que adresse maillon en cours.suivre est égal à -1, ce qui veut précisément dire que adresse maillon en cours pointe sur le dernier maillon de ma liste. Et donc, je peux aller récupérer l'adresse de M et ranger ça dans le champ suivant de mon dernier maillon de ma liste. D'un point de vue complexité, on voit que je fais 2 opérations élémentaires avant ma boucle. Et dans ma boucle, eh bien, ça me coûte à chaque fois 2 opérations élémentaires de lecture dans un champ suivre. Et je passe dans ma boucle n-1 fois, où n est le nombre de maillons dans ma liste. Et à la fin, je fais 2 opérations élémentaires. Donc ça me coûte au total un temps qui est linéaire en la taille de la liste pour insérer une valeur à la fin. Ça c'est logique puisqu'en fait pour insérer une valeur à la fin, ce qui me coûte le plus cher c'est d'aller à la fin de la liste. Donc ça me coûte un parcours de liste. Alors maintenant je veux supprimer un maillon d'une liste. Alors c'est très important de savoir ce qu'on me donne comme entrée. On me dit qu'on va connaître l'adresse du maillon à supprimer et l'adresse du maillon précédent si le maillon à supprimer n'est pas le premier de la liste. D'accord, donc si j'ai une liste ici et que je veux supprimer dans la liste li le maillon à l'adresse 163, donc c'est celui-ci, sachant que le maillon précédent est à l'adresse 52, ici. Et bien ce que je veux après l'exécution de ma fonction, c'est que ce maillon-là n'existe plus, en tout cas il est ignoré dans ma liste, et donc ce maillon considère désormais comme maillon suivant celui-là. Alors, on verra en fait que dans cette matière en pseudocode, on ne va pas s'inquiéter de la libération de la mémoire. Donc attention, si vous faites du C, quand vous décidez de supprimer un maillon, il faut libérer la mémoire qui lui est associée. Ici, en pseudocode, on va supposer qu'on n'a pas besoin de libérer la mémoire, qu'elle est libérée automatiquement toute seule. Donc en fait, on ne va pas vraiment supprimer le maillon, on va juste faire en sorte qu'il soit plus chaîné dans notre liste. Donc je peux écrire ma procédure, une fonction qui ne renvoie rien, qui s'appelle supr, qui prend en argument la liste, le maillon à supprimer et l'adresse du maillon précédent, et qui fait la chose suivante. Si le maillon supprimé n'est pas le premier maillon, et bien tout simplement, il faut que le maillon qui actuellement suit le maillon que je veux supprimer, et bien ça devient le nouveau suivant du maillon précédent. Simplement parce que je court-circuite ce maillon-là, donc il faut que son suivant devienne en fait le nouveau suivant du maillon d'avant. Et sinon, c'est-à-dire que si maillon a supprimé le premier maillon, et bien en fait il me suffit de modifier li.début, puisque c'est vraiment ce pointeur-là de début de liste qui va court-circuiter mon nouveau maillon à supprimer et qui va aller donc au maillon directement suivant. Et d'un point de vue complexité, eh bien, ça me coûte dans le pire des cas 3 opérations, puisque j'en ai une ici, et ensuite soit ces deux-là, soit ces deux-là. Il y a quelque chose de très important en fait à remarquer, c'est que si on m'avait donné seulement l'adresse du maillon à supprimer, mais pas l'adresse du maillon précédent, eh bien en fait je n'aurais pas pu écrire ma fonction, puisque en supprimant ce maillon-là, je dois forcément aller changer le curseur du maillon précédent qui m'indique quel est son suivant. Sauf qu'un maillon, il connaît son suivant, mais il ne connaît pas l'adresse du maillon précédent. Donc si on ne m'avait pas fourni ça, je n'aurais pas pu écrire ceci, à moins de faire tout un parcours de liste pour chercher quel maillon considérait le maillon que je veux supprimer comme suivant. Donc là, ça m'aurait coûté un temps linéaire, alors que en ayant ces deux adresses-là, eh bien, je m'en sors en temps constant. Remarquez même que si on m'avait fourni juste l'adresse du maillon précédent sans l'adresse du maillon que je veux supprimer, j'aurais pu m'en sortir aussi. Alors maintenant, je veux une nouvelle opération. Je veux rechercher l'adresse d'un maillon contenant une valeur cible. Et si aucun maillon ne contient cette valeur, la fonction devra renvoyer -1, c'est-à-dire l'adresse fictive. Donc par exemple, si je veux chercher dans cette liste la valeur cible -3, qui est ici, je veux que ça me renvoie l'adresse 163, puisque c'est l'adresse du maillon dans lequel est contenue la valeur -3.
Donc je simule l'exécution de mon algorithme sur un exemple avant d'écrire mon algorithme pour savoir ce que je vais écrire ensuite. Donc eh bien, il va falloir que j'écrive une fonction recherche Anne qui prend en argument la première liste qui fera référence à celle-ci et un deuxième argument ma cible. Il faut que je m'apprête à faire un parcours de liste. Donc j'ai mon adresse de maillon en cours qui pointe au début sur le premier maillon. Et donc là, je vais demander, est-ce que la data de ce maillon est égale à ma cible? Non, donc je passe au maillon suivant. Est-ce que la data de ce maillon est égale à ma cible? Non, donc je passe au suivant. Est-ce que la data de ce maillon est égale à ma cible? Oui, donc je peux renvoyer l'adresse de mon maillon en cours. Donc maintenant, je peux écrire ma fonction recherche add qui prend en argument une liste et un nombre cible et qui va envoyer l'adresse du maillon qui contient la cible ou -1 si la cible n'est pas contenue dans ma liste. Donc, comme toujours, pour démarrer mon parcours de liste, j'ai l'adresse du maillon en cours qui est réglée à li.début. Et tant que mon maillon en cours est vraiment un maillon et que je ne suis pas sur une adresse fictive, eh bien, je vais lire dans le champ data et je compare avec la cible. Si c'est égal, eh bien, je renvoie l'adresse du maillon en cours. Et sinon, eh bien, j'exécute la suite, à savoir, je vais au maillon suivant et je recommence. Et je continue ainsi de suite jusqu'à soit sortir de ma fonction avec ce renvoyer quand j'ai trouvé ma cible, soit parce que adresse maillon en cours finit par tomber sur -1, c'est-à-dire que j'ai dépassé mon dernier maillon et donc j'ai pas trouvé ma cible, donc je peux renvoyer -1. Au niveau de la complexité, combien de temps est-ce que ça me coûte? Eh bien, j'ai une opération élémentaire avant ma boucle, plus 2 opérations pendant ma boucle que je répète au pire n fois, où n est le nombre de maillons dans ma liste. Donc ça me coûte un temps linéaire en la taille de la liste. Donc pour récapituler tout ce qu'on a vu sur les maillons et les listes, on a vu comment déclarer et initialiser un maillon avec cette syntaxe-là et on a décidé que ça nous coûterait 0 opération. On a vu comment lire ou écrire dans le champ data ou suivre d'un maillon avec cette syntaxe-là et on a décidé que chaque lecture et chaque écriture dans un champ coûtait une opération élémentaire. On a vu comment lire ou écrire dans le champ début d'une liste avec cette syntaxe-là et on a vu que lire ou écrire dans ce champ comptait à chaque fois une opération élémentaire et on a vu comment accéder à l'adresse d'un maillon ou l'inverse, le maillon qui est rangé à une certaine adresse avec adresse 2 ou maillon A qui compte normalement une opération élémentaire, mais souvent ces appels sont cachés puisqu'on utilise souvent la notation avec un point pour accéder au champ d'un maillon pointé par une adresse. Et on a vu des opérations qui ne sont pas des opérations élémentaires, mais qui sont construites comme une succession d'opérations élémentaires. On a vu comment tester si la liste est vide, ça se fait en temps constant. Accéder à la valeur du premier maillon, qu'on appelle aussi la valeur de tête de liste, ça se fait en temps constant. Et avoir une liste qui commence au deuxième maillon de notre liste, qui est très utile pour faire des appels récursifs, eh bien ça se fait en temps constant. On a vu ensuite que calculer la taille de la liste, ça se fait en temps linéaire. Accéder à la ième valeur, donc avec la fonction valeur maillon, ça prend un temps qui est proportionnel avec l'indice du maillon que l'on cherche. Donc dans le pire des cas, c'est linéaire. On a vu qu'insérer à la fin, ça coûtait un temps linéaire. Insérer en début de liste, ça coûte au contraire un temps constant. Supprimer un maillon en gardant l'ordre quand on nous donne l'adresse du maillon et l'adresse qui précède le maillon qu'on doit supprimer, ça se fait en temps constant. Et rechercher l'adresse d'un maillon qui contient une cible qu'on a choisie, ça se fait en temps linéaire. Et donc, si on veut maintenant comparer les avantages et les inconvénients des tableaux partiellement remplis versus les listes, eh bien, on a vu que pour déclarer et initialiser, on a supposé que ça ne coûtait pas d'opération. Accéder à la ième valeur, ça se fait en temps constant dans un tableau PR, quel que soit le i, l'indice de la case qu'on veut lire. Par contre, pour une liste, ça se fait en temps constant seulement pour le premier maillon. Et ensuite, ça se fait de manière proportionnelle à i. Pour accéder à la taille, eh bien, c'est une opération élémentaire pour un tableau partiellement rempli, alors que ça coûte un temps linéaire pour une liste. Insérer à la fin d'un tableau partiellement rempli, ça coûtait un temps constant s'il restait une case de libre, et ce n'était pas possible sinon.
Pour une liste, c'est toujours possible, mais l'insertion à la fin, ça coûte un temps linéaire. Insérer au début, dans un tableau partiellement rempli, ça coûte un temps linéaire à condition qu'il reste une case libre, et c'est pas possible sinon. Dans une liste, c'est toujours possible, et ça se fait en temps constant. Pour supprimer en gardant l'ordre, en sachant la position ou l'adresse, ça se fait en temps linéaire pour le tableau partiellement rempli, alors que ça se fait en temps constant pour une liste. Et la recherche de la position d'une case ou l'adresse d'un maillon, ça se fait dans les deux cas en temps linéaire. Donc en fait, là, on voit bien sur ce tableau que suivant les opérations, quand vous la répétez souvent, eh bien, il va être plus avantageux d'avoir soit une liste, parce que là, ça ne prend qu'un temps constant contre linéaire sur les tableaux, soit au contraire, si c'est ces opérations-là qu'on va faire souvent, eh bien, ça se fait en temps constant sur un tableau partiellement rempli, alors que ça coûte un temps linéaire pour une liste. Donc on devra choisir notre structure de données en fonction de ce qu'on voudra faire avec nos données.